Ok, bonsoir à tous. C'est jamais facile de terminer une journée un peu marathon. Mais justement, en parlant de marathon, on va parler un petit peu de course à pied et en particulier de l'utilisation de la vidéo comme moyen d'optimiser l'entraînement. Et donc, on verra avec Delphine également une application dans un domaine un petit peu différent qui est celui de la gymnastique rythmique. Donc, d'une manière très générale, on peut dire que la vidéo est utilisée depuis très longtemps dans le milieu sportif. Alors c'est un outil, on va dire, qui est parfois utilisé pour le chronométrage, pour départager plusieurs concurrents à l'arrivée. Mais il y a aussi d'autres formes d'utilisation de la vidéo. Ce tableau, il résume un petit peu les différentes formes d'utilisation de la vidéo. On peut avoir sous la forme instruction, c'est-à-dire qu'on vous donne un mode opératoire qui est filmé en vidéo et vous appliquez tout simplement les consignes. Un autre mode d'utilisation de la vidéo, c'est par exemple l'entraînement par observation. Donc typiquement, l'athlète va faire un parcours caméra embarquée, comme on a pu voir aujourd'hui, et l'entraîneur va reprendre la vidéo et débriefer derrière à partir des images en insistant sur les points forts, les points faibles, les points améliorés, etc. Donc c'est une tierce personne qui va commenter la vidéo en commentant les images, les gestes qui sont corrects et également les erreurs. Une autre forme d'utilisation de la vidéo, c'est en feedback. C'est quelque chose qui est souvent utilisé par exemple en gym où on fait un plan général d'une séquence gymnique. Le gymnaste fait son enchaînement et ensuite on met un tampon de 30 secondes et le gymnaste vient regarder sa propre prestation. C'est lui et lui seul qui va analyser sa prestation, alors qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il aura donc sa propre analyse. Enfin, le dernier type d'utilisation de la vidéo, c'est celui qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle vidéo modeling et vidéo self-modeling. En fait, on va filmer une prestation sportive et on va réaliser un montage à partir des images qui nous intéressent. Donc, en l'occurrence, si on veut se focaliser sur de bonnes réalisations, on va faire un montage successif de différents essais qui ont été réussis. Et dans le cas de vidéo modeling, on va uniquement regarder donc, un modèle extérieur qui a bien réalisé, par exemple, un enchaînement gymnique. Et quand il s'agit de vidéo self-modeling, c'est la propre personne, l'athlète, le gymnaste, qui va regarder son propre modèle. Et donc, l'entraîneur, au préalable, aura sélectionné les séquences qu'il estime être les plus justes. Il va les monter et ensuite demander à l'athlète de visionner ce montage dans une perspective d'amélioration de la performance. Donc, en parallèle, je voudrais vous dire deux mots des neurones miroirs avant d'associer les deux termes. Donc, les neurones miroirs ont été découvertes dans les années 90, dans un premier temps chez l'animal, en particulier une équipe italienne du professeur Rizzolatti, qui montre que ces neurones s'activent de la même manière lorsque le singe réalise un mouvement, par exemple un mouvement de préhension, ou lorsqu'il observe un congénère en train de réaliser ce mouvement. Ce sont les mêmes zones, quasiment les mêmes zones cérébrales qui sont activées. Donc il a fallu quelques années plus tard, quelques travaux pour montrer que en fait, le fonctionnement était similaire chez l'humain. Et par contre, il y a comme certaines conditions de réalisation, d'utilisation de ces neurones miroirs. En particulier, l'action que vous observez doit être possible d'un point de vue anatomique. Imaginez si j'observe quelqu'un en train d'aller chercher un objet positionné à 4 mètres avec un bras qui s'agrandit. Bon, votre cerveau va quand même faire la distinction qu'il s'agit d'un geste qui n'est pas possible. L'autre point qui est très important, c'est le niveau d'expertise. Même si je regarde en boucle les vidéos que nous ont présentées les entraîneurs de VTT, étant un piètre cycliste, je pourrais les regarder en boucle très très longtemps. Je ne vais pas pouvoir améliorer mon niveau de performance en cyclisme. Il faut avoir un niveau d'expertise ou d'expérience très proche du modèle qui est exposé. Alors, si on veut résumer de manière très schématique comment ça fonctionne, on imagine on a un cycliste qui va se déplacer, il va devoir donc
activer un certain groupe musculaire pour appuyer sur les pédales, et en particulier une zone du cerveau qu'on appelle le cortex moteur primaire, qui est impliqué dans l'exécution du mouvement. Si en parallèle, on demande à ce cycliste, donc là on aura donc ici un écran devant le cycliste, et sur cet écran, le cycliste va regarder un modèle en train de réaliser la même tâche qu'il est en train d'exécuter. Et là, on se rend compte qu'en plus du cortex moteur primaire, on va stimuler une autre partie du cerveau qui s'appelle donc les aires motrices supplémentaires et qui sont impliquées dans l'imitation d'un mouvement connu. Donc, on va stimuler une plus grande partie, on va dire, du cerveau en regardant ce modèle. Et très certainement, on aura une activation donc neuromusculaire qui sera également concomitante à l'observation de ce modèle. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le fait d'avoir, on va dire, cette plus grande stimulation cérébrale va permettre d'appuyer plus fort sur les pédales et en l'occurrence de se déplacer plus vite. Donc c'est une des questions auxquelles on a tenté de répondre au travers dans un premier temps, une première étude que je vais vous présenter. Et on verra également, dans un second temps, des applications possibles dans un domaine différent qui est celui de l'apprentissage. Donc la première étude que je vais vous présenter a fait l'objet d'une publication récente dans un journal qui s'appelle Perceptual and Motor Skills, une publication qui date depuis de très peu, c'est début janvier, où on a tenté d'évaluer les effets du vidéo self-modeling, c'est-à-dire l'utilisation de son propre modèle, sur le temps de maintien d'un effort qu'on a standardisé, c'est-à-dire qu'on a demandé à des personnes de courir à une vitesse. Lorsqu'il y a un petit peu des spécialistes d'entraînement, on appelle ça la vitesse maximale aérobie. C'est, on va dire, le dernier palier qu'on est capable de tenir quand on fait un test d'effort jusqu'à épuisement. Donc, dans cette étude, l'hypothèse qu'on a posée, c'est que l'utilisation, la visualisation d'un modèle extérieur pourrait atténuer la fatigue perçue du sujet et permettre peut-être de maintenir l'effort un petit peu plus longtemps. Donc à cet effet, nous avons testé dans un premier temps donc, 11 sujets sportifs entraînés et on a demandé à ces sujets de réaliser un test sur tapis roulant qu'on a filmé. On a filmé en particulier le dernier palier qu'ils étaient capables de tenir. On a fait un petit montage en boucle de ce dernier palier. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on avait donc cette vidéo montée en boucle, les sujets étaient au courant, on leur a demandé de réaliser 2 efforts dans un ordre aléatoire. Le premier, c'était ils devaient courir à ce dernier palier, donc c'est aux alentours de 14-15 km/h, soit devant un écran blanc, c'est-à-dire sans aucune stratégie attentionnelle particulière, ou soit en regardant donc leur propre modèle qui était projeté en boucle. Et on leur demandait de calquer leur foulée sur ce modèle extérieur, un petit peu comme on peut le faire quand on court derrière un lièvre en athlétisme. Et donc voilà un petit peu l'exemple du dispositif qu'on a mis en place, donc un tapis, un écran, soit on projette rien du tout, soit on projette en boucle l'image de dos filmée de l'athlète et on lui demandait de se concentrer le plus longtemps possible sur ce modèle pour tenir le plus longtemps possible. Donc les résultats obtenus ont dépassé un petit peu nos attentes, c'est-à-dire qu'on a obtenu un gain de temps limite de l'ordre de 19%, c'est-à-dire qu'on parvient à maintenir son effort 19% de temps en plus comparé à la condition contrôle. On a voulu comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, donc on a fait une mesure de perception de l'effort tout au long de l'épreuve. Donc ici en haut on voit la perception de l'effort qui est évaluée sur une échelle de 6 à 20, et on se rend compte que dans la condition vidéo, eh bien, à partir de la moitié de l'épreuve, on a une perception de l'effort qui est atténuée, c'est-à-dire que la personne a le sentiment que c'est un peu moins dur. On a fait en parallèle aussi une mesure de fréquence cardiaque, et curieusement, on n'a pas de différence au niveau de la fréquence cardiaque. Donc on parvient à courir plus longtemps, on a l'impression que l'effort est moins dur. Par contre, la contrainte cardiaque n'est pas statistiquement différente. Donc, on a présenté ces travaux dans un premier temps auprès de différents chercheurs pour travailler notamment en neurosciences. Donc, déjà, il y a eu quelques remarques, donc en particulier sur le gain de 19%, qui est quand même extrêmement important. Il y a très peu de méthodes d'entraînement qui permettent de gagner quasiment 20% instantanément
en manipulant un petit peu l'attention de l'athlète. Ce qui est important aussi, c'est qu'on parvient à manipuler aussi la perception de l'effort. L'effort semble moins difficile. Par contre, une critique importante, c'est et si on avait projeté une autre vidéo, autre que ce modèle, peut-être que c'est tout simplement un effet, on va dire, de distraction et qui n'aurait rien à voir avec les neurones miroirs. Donc, partant de ces remarques, eh bien, on a mis en place une deuxième étude qui, cette fois-ci, eh bien, tentait de prendre en compte ces différentes remarques. Donc là, on a testé 9 athlètes et on leur a demandé de réaliser le même protocole, mais dans 4 conditions distinctes. La première, donc, condition contrôle, donc face à un mur blanc. La deuxième condition, on avait filmé les sujets de dos, donc exactement comme dans la première étude. Il fallait tenir le plus longtemps possible. Une troisième condition, on les avait filmés de face. Donc c'est une prise de vue qu'on a vue ce matin, enfin en début d'après-midi avec Yvan. Est-ce que le fait de demander à quelqu'un de courir un petit peu en miroir, c'est-à-dire on demandait de synchroniser la foulée, donc quand le modèle avance la jambe gauche, il faut avancer la jambe droite, donc ça nécessite une certaine gymnastique cérébrale un petit peu plus complexe. Et puis la dernière condition, qu'on peut appeler condition neutre, on a simplement fait visionner une vidéo avec des paysages et de la musique. Donc j'insiste, il y avait de la musique et on verra que ça va nous poser problème après dans la suite des résultats. Donc les résultats, je vous les présente brièvement. On se rend compte, eh bien, par rapport à la condition contrôle, ici, on retrouve un gain significatif de performance qui est de l'ordre de 18 à 19% quand on a une vidéo self-modeling filmée de dos. On retrouve un gain à peu près similaire quand la vidéo a été faite de face. Par contre, là, on a une grosse surprise, c'est que la vidéo qui était censée être neutre, eh bien, permet aussi des gains de performance quasiment identiques. Et là, eh bien, on s'est beaucoup questionné en disant, est-ce que c'est un simple effet de distraction ou est-ce qu'il y a autre chose? Et là, on a questionné les sujets de cette étude. Et en fait, ils nous ont dit non, nous, les paysages, ce n'était pas vraiment intéressant. Par contre, on s'est concentré sur la musique. Et c'était une musique qui était extrêmement motivante. Et pour nous, c'était voilà, une erreur, on va dire un petit peu de protocole, d'avoir utilisé une vidéo qui se voulait neutre. Et en fait, elle n'était pas neutre. On utilisait, on va dire, un mode de stimulation qui, on le sait, il y a certaines études qui le montrent depuis longtemps, fonctionne relativement bien dans ce type d'épreuve, en l'occurrence la musique. Donc, en plus, on a voulu vérifier s'il se passait quelque chose au niveau physiologique. Et là, sur ce protocole, on a fait en plus une mesure de consommation d'oxygène. Et là, on a des choses intéressantes qui apparaissent. Donc, très brièvement, ici, on retrouve donc avec les barres en noir la consommation d'oxygène dans la condition contrôle, donc tout au long de l'épreuve. Et la première barre blanche ici qui est présentée à chaque fois correspond à la consommation d'oxygène, mais en condition vidéo filmée de dos. Et là, on se rend compte qu'à partir de 30% de l'épreuve, on a une différence qui est significative. Très clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sujet est moins coûteux quand il observe son propre modèle en train de courir comparé à une course en conditions neutres. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'économie de course qui se met en place quand on a un modèle qui nous montre non seulement ce qu'il faut faire, en l'occurrence courir, mais qui vous donne un petit peu le timing. Quand vous greffez votre foulée dans la foulée du modèle et qu'en plus le modèle il est très proche de votre propre niveau parce que c'est vous, eh bien, selon les résultats que nous avons mis en avant, ça serait une manière d'économiser, on va dire, la dépense pendant votre course, en l'occurrence la consommation d'oxygène. Juste pour l'anecdote, quand on a mis en place ce protocole, il y avait certains sujets pendant la course, alors qu'ils étaient tout à fait au courant, que c'était un montage en boucle. On leur avait demandé, pour que ce soit le plus proche possible des conditions, d'utiliser les mêmes vêtements, de porter la même tenue vestimentaire. Et pendant l'épreuve, certaines fois, certains bougeaient comme ça les bras, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient filmés en direct. Pour vous dire la manière dont ils s'étaient imprégnés de l'image, ils disaient, on avait l'impression d'être en pilotage automatique. On suivait simplement une vidéo et on ne pensait plus à l'effort, à la fatigue, etc. Quelques applications dans le domaine sportif. Eh bien, ces premiers résultats montrent que l'observation d'un modèle dans le cadre de l'entraînement peut être utile dans une logique de performance. Ça permettrait d'augmenter
la durée de la charge de travail, on peut tenir plus longtemps, hein, on a une économie de course. Ça permettrait d'améliorer l'économie du geste. On a vu qu'il était important d'avoir un modèle avec un niveau d'expertise le plus proche possible. Donc là, en l'occurrence, quand c'est du self-modeling, on est très proche. Et on peut très bien imaginer des applications possibles dans d'autres domaines, en particulier dans le domaine des sports collectifs, où on peut également, par l'intermédiaire des neurones miroirs, jouer ce qu'on appelle sur l'empathie, c'est-à-dire la capacité à percevoir le ressenti, les émotions d'une personne que l'on voit. Si je veux donner un exemple, vous avez peut-être déjà vu parfois certains sportifs qui se blessent. Eh bien, l'empathie nous permet parfois de ressentir la blessure perçue, hein, par cette personne. Donc c'est le même système, oui Jean-Jacques, je sais, c'est le même système qui est mis en place, hein, dans ces neurones miroirs. Dernière chose, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, ça peut être intéressant également dans le cadre de la rééducation, et j'en dirai 2 mots au moment de la conclusion. Ce travail, en fait, a été utilisé également dans le cadre de rééducation de sportifs blessés. Je vais tout de suite laisser la parole à Delphine. Juste une dernière chose, on a utilisé le guidage vidéo sur une séance que certains connaissent, hein, c'est du Jiménez, hein, c'est un travail d'intervalle training. Ici, vous avez 4 minutes, hein, au seuil, en aérobie, donc on va dire en récup, 1 minute au pic. Et pendant la minute au pic, on utilisait les images vidéo. On s'est rendu compte chez les cyclistes sur home trainer qu'on parvenait à développer des puissances supérieures ou éventuellement à augmenter le nombre de répétitions. Delphine, c'est à toi. Merci, bonsoir. Donc je vais essayer d'être rapide parce que du coup on n'a pas beaucoup de temps. Donc la gymnastique rythmique, ouais. La gymnastique rythmique, pour faire simple, sport d'expression entre la gymnastique artistique et la danse, et où on utilise plusieurs engins d'adresse, donc qui sont cordes, cerceau, ballon, massue et ruban. Voilà, donc ça c'est juste pour présenter un petit peu l'activité pour ceux qui ne connaissent pas. Donc globalement, j'ai travaillé donc, dans le cadre du Master 2 de la faculté sur une étude qui prend en compte un échantillon de 10 gymnastes qui évoluent au sein de la Fédération française de gymnastique en individuel. Donc c'est-à-dire qu'elles sont toutes seules sur le praticable tapis, quoi, pour faire simple. Donc elles sont engagées sur le système compétitif. Donc elles font d'abord le championnat départemental, ensuite régional, de zone et de France si elles sont qualifiées seulement. Donc sur les 10 gymnastes, on verra qu'il n'y a que 4 gymnastes qui se sont qualifiés au championnat de France. Donc les résultats prennent en compte surtout le département, la région et la zone. Elles ont suivi un entraînement de 3 fois 2 heures par semaine, et en plus, le groupe donc, vidéo self-modeling, donc 5 gymnastes en vidéo self-modeling et 5 gymnastes pour le groupe contrôle, ont eu 3 vidéos, pour celles qui se sont qualifiées pour le championnat de France surtout, une semaine avant chaque compétition pour la région, la zone et les France. Donc à chaque fois, le montage vidéo, en fait, il reprend des séquences de leur propre enchaînement. Donc c'est un enchaînement qui fait à peu près 1 minute 15. Et c'est des séquences qui reprennent seulement des passages réussis de leur enchaînement. Donc pendant tous les entraînements, à chaque fois, il y avait un petit appareil vidéo, quoi, qui reprenait, qui filmait tous les passages. Et après, moi, derrière, j'ai fait un montage pour pouvoir présenter seulement des passages réussis. Et donc ce montage vidéo, elles l'ont eu 1 semaine avant chaque compétition. Et elles devaient le regarder 1 fois par jour, minimum, et de préférence le soir. Donc peut-être je vais vous montrer un exemple de ce que ça donne. Ça dure pas très longtemps. Donc là, on a déjà vu qu'il y avait une première coupure. Là encore, donc c'est plus visible parce qu'elle n'a pas le même t-shirt.
Voilà, donc ce montage-là, il y a on a compté à peu près 5 coupures, mais parfois, quand c'est des gymnastes qui ont plus de difficultés, les montages, ils étaient plus compliqués avec un peu plus de séquençage, quoi. Donc, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit par rapport à ça. En ce qui concerne les résultats, donc, j'ai évalué, c'est un juge expert qui a évalué la performance de chaque gymnaste lors de chaque compétition, donc départementale, régionale et de zone. Donc, pas de France parce que du coup, il restait que 4 gymnastes, donc c'était pas forcément utile. La performance, elle est évaluée donc, selon le code de gymnastique rythmique qui est mis en place par la Fédération internationale de gymnastique dans un premier temps, puis grâce aux adaptations qui sont, elles, mises en place au niveau fédéral, donc en France, par la Fédération française de gymnastique. Donc les notes, elles sont sur 14, simplement parce qu'il y a une note d'exécution qui est sur 10 et une note difficulté qui est sur 4. Voilà, donc les tests statistiques montrent que lors du championnat régional, le vidéo self-modeling, donc qui est en gris, que vous voyez en gris, a une performance qui est significativement différente du groupe contrôle, simplement. Donc, elles ont suivi l'entraînement vidéo self-modeling lors de la région et lors de la zone, pas lors du département. Donc, a priori, on pourrait penser, du coup, je vais vite, que cet entraînement par la vidéo pourrait améliorer ou bien accélérer l'apprentissage des gymnastes. Le fait de se voir, simplement, ça leur donne quelque chose qui fait que l'apprentissage se fait plus simplement et plus rapidement, et donc améliore les performances. Et enfin, la performance, elle peut aussi être améliorée un peu plus sur le long terme, parce que bien que les résultats ne soient pas significatifs lors de la zone, si on regarde ce qui s'est passé au niveau des championnats de France, on avait au départ 10 gymnastes. Sur les 10 gymnastes, il y en a 3 du groupe vidéo self-modeling qui ont été qualifiés aux France, alors que seulement une gymnaste a été qualifiée aux France dans le groupe contrôle. Et en plus, donc celle que vous avez vue là, elle a terminé 4e au championnat de France, donc c'est bien que ça a sans doute fait son effet. Ensuite, toujours par rapport à mon travail dans le cadre du master, j'ai voulu aussi regarder un petit peu ce qui se passait, par exemple au niveau de la confiance en soi, parce que ça peut peut-être jouer quelque chose, il peut peut-être se passer quelque chose à ce niveau-là, ou bien sur l'anxiété. En tout cas, le fait de se voir en vidéo et de se voir réussir, ça pourrait donner confiance en fait aux gymnastes. Et par rapport à ça, il y a une petite tendance qui se met en place. Donc pareil au niveau de la région, les filles qui ont suivi l'entraînement en vidéo, elles ont une tendance à être un peu plus confiantes que celles qui sont simplement dans le groupe contrôle et qui n'ont pas suivi l'entraînement vidéo. Mais après, voilà, rien de statistiquement prouvé. Voilà. Merci Delphine. Je vais juste conclure, parce que je pense qu'il y a Jean-Jacques qui est en train de regarder sa montre. Donc simplement d'une manière très générale, le vidéo self-modeling, on l'a vu, permet d'améliorer la tolérance à l'effort. Il permet d'accélérer certains apprentissages. On l'a vu en l'occurrence dans des disciplines artistiques qui nécessitent un très haut niveau de contrôle et d'habileté. Le vidéo self-modeling permet aussi une économie du geste. Il permet d'augmenter la quantité et la qualité de l'entraînement. Quelques exemples, parfois pour l'avoir utilisé avec des coureurs cyclistes professionnels, quand les conditions météo étaient très très difficiles, il peut y avoir de la pluie, de la neige, etc. Parfois on préférait écourter la séance et travailler à partir d'images réalisées donc, sur des parcours, des montées de col, des choses comme ça, sur home trainer, pour avoir donc une forme d'imprégnation, on va dire, de l'environnement et faire un travail de qualité en limitant les risques de chute, etc. Et justement, le dernier point que je voulais évoquer, c'était effet possible dans le domaine de la rééducation. En début de saison, nous avions fait avec cette équipe quelques images donc, de face, de profil, de dos des coureurs cyclistes. Et il y a eu un coureur qui s'est blessé en tout début de saison. On a utilisé ces images dans la rééducation, c'est-à-dire en demandant, il avait une entorse à la cheville, tant qu'il ne pouvait pas pédaler, on lui a demandé de visionner ces images pour essayer au moins de garder, on va dire, un pattern moteur, on va dire, d'exécution du coup de pédale qui était le sien. Donc ce qui était étonnant, c'est qu'au tout début, après la blessure,
Il me disait, je suis totalement incapable de regarder ce type de vidéo, de voir ma cheville travailler, ça me fait mal. Rien qu'en regardant ma cheville travailler sur cette vidéo, j'ai mal. Donc c'est un signe très certainement qui indiquait que la reprise était trop tôt. Et au bout de 3 semaines, il me dit, ok, j'ai bien envie de regarder de nouveau des vidéos, etc. Et là, on a pu commencer à remettre en place un travail de rééducation. Et cet athlète a pu reprendre très très rapidement l'entraînement et retrouver un coup de pédale tout à fait correct, avec un minimum de pertes. Voilà donc le dernier point que je voulais évoquer, création d'un avatar. Donc c'est un petit peu la science-fiction, ce que je vais vous expliquer là. On peut très bien imaginer un jour qu'on crée une banque de données vidéo pour chaque personne, où on va filmer des gestes de la vie quotidienne, marcher, se lever, se coucher, etc. Et sauvegarder ça peut-être sur une carte, peut-être sa carte vitale. Et peut-être qu'un jour, on sera peut-être atteint de maladies ou accidenté, etc. Et ces vidéos qui auront été sauvegardées seront peut-être une forme de, on va dire, d'aide pour retrouver certaines aptitudes qu'on a perdues temporairement pour les raisons que je viens d'évoquer. Et le fait d'avoir son propre modèle en train d'exécuter un geste qu'on n'est plus capable de faire pour différentes raisons, peut-être, on va dire, un outil qui va peut-être nous aider à retrouver ces gestes. Donc voilà, je vais terminer là-dessus en vous remerciant. Un petit paysage du Haut-Doubs, on sort de l'hiver avec un beau rayon de soleil. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je suis prêt en tous les cas, et Delphine aussi, à répondre à vos questions. Je crois que c'est filmé en fait, donc, pour avoir le son. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment important que ça soit la même personne qui soit dans les vidéos, ou est-ce que c'est l'effet de répétition, et si c'était une autre personne de la même corpulence, ou voire quelqu'un de différent mais qui fait exactement le même geste à la même cadence, ça pourrait pas faire le même effet? Alors, dans les travaux qui ont été menés en laboratoire, on va dire l'idéal absolu, c'est d'avoir son propre modèle. Mais comme je le disais au début de l'intervention, lorsqu'il s'agit, on va dire, d'une personne qui a un niveau d'expertise qui est proche du vôtre, ça fonctionne aussi. Donc l'idéal, c'est d'avoir un écart, on va dire, le plus faible possible, voire même parfois peut-être même légèrement supérieur, pour créer un effet de motivation. Et c'est par exemple ce qu'on voit sur le dispositif que vous mettez en place. Ça peut être intéressant d'avoir un lièvre pour pouvoir justement tirer les bénéfices de ce modèle qui peut modifier peut-être certains patterns moteurs et vous faire progresser. Mais l'écart ne doit pas être trop grand. Merci pour cette présentation, c'était super intéressant. Moi, je travaille sur l'imagerie mentale, donc ça m'intéresse beaucoup aussi. Je voulais savoir dans quelle mesure les gains sont spécifiques, notamment pour des mouvements aussi complexes qu'en gymnastique rythmique. Est-ce que le fait de répéter tout le temps le même enchaînement, ça fait aussi gagner sur d'autres types d'enchaînements? Ça a été clair, non? Si tu répètes tout le temps le même enchaînement, enfin, si tu visualises tout le temps le même enchaînement, est-ce que tu vas gagner aussi dans d'autres enchaînements? Alors, je réponds, je pense, du coup. Bien sûr. Je pense que on peut gagner sur des difficultés corporelles, mais là, on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus technique, parce que du coup, il y a des choses qui sont imposées en fait par le code, simplement. Elles doivent présenter c'est comme elles ont un total de points à atteindre, le 4, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait 10 et 4. Et du coup, il y a des difficultés corporelles qui sont codifiées et qui sont toutes les mêmes pour tout le monde, en fait, en quelque sorte. Donc celles-là, sans doute, elles pourront les améliorer. Mais après, l'enchaînement des choses et le fait de pouvoir passer d'un mouvement à un autre, tout ce qui n'est pas chorégraphié, tout ce qui est dansé, tout ce qui est expression, parce que la gymnastique rythmique, c'est ça, en fait. Je pense que ce serait compliqué, du coup, d'agir là-dessus si c'est pas cet enchaînement-là qu'elles sont en train de regarder. Après, voilà, il y a encore plein de choses à regarder, je pense, par rapport à ce travail-là. J'espère avoir répondu à la question. Yvan?
c'est pas vraiment des questions, c'est plus des réflexions pour peut-être vous donner aussi, vous, les entre guillemets, chercheurs, des billes qui vont corroborer un petit peu tout ce que vous avez dit. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses un peu empiriques, finalement. La première, c'est qu'on a beaucoup de champions qui passent beaucoup de temps à se regarder en vidéo. Ils ne nous l'expliquent pas forcément. Alors, des fois, ça peut être... on peut l'analyser sur un point de vue un peu narcissique, mais finalement, ils sont un peu dans le vrai parce qu'ils font ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils sont déjà très bons techniquement, mais ils passent encore beaucoup de temps à se regarder. Je me dis que voilà, ça peut être une explication. La deuxième, c'est qu'on a des fois du mal à expliquer, par exemple dans un col, quand on monte un col en vélo 5 mètres derrière une personne, il n'y a plus l'effet d'aide aérodynamique. Hein. Par contre, faire l'inverse, c'est-à-dire monter en première position avec quelqu'un 5 mètres dans la roue, tout de suite, c'est tout de suite plus dur. Et on a du mal finalement à l'expliquer. Donc je pense qu'il y a aussi une explication là. Et puis la dernière, c'est en VTT aussi. Clairement, nous, quand on fait des chronos, des tests, etc., c'est toujours plus facile d'être en deuxième position, 5-10 mètres derrière donc le collègue, finalement de le suivre à la même vitesse. On a toujours l'impression qu'on peut facilement revenir dans sa roue et le doubler, alors que si on intervertit les rôles, on va à la même vitesse et on voit bien qu'on ne peut pas aller plus vite, puis celui qui est passé derrière, à nouveau, il a l'impression qu'il peut aussi aller devant. Donc c'est des petites des illustrations, à mon avis, qui corroborent un peu vos travaux, quoi. Non, mais merci Yvan, c'est intéressant ce phénomène-là, on le retrouve en cyclisme indépendamment des problèmes de drafting, hein, mais pour avoir discuté aussi avec des entraîneurs en athlétisme, ils ont un terme en disant, voilà, quand vous suivez quelqu'un sur un marathon, hein, vous allez vous fondre dans sa foulée, si c'est une foulée qui correspond, et vous allez lire le journal pour dire, voilà, il y a une forme de déconnexion, vous mettez un peu en pilotage automatique, et en fait, l'exécution du mouvement, c'est le travail du lièvre. Vous suivez. Et parfois, il y a des écarts importants qui se creusent à la fin, tout simplement. Vous avez couru les 40 km du marathon derrière le lièvre. Et puis, dans les 2 derniers kilomètres, celui qui était devant, finalement, s'est épuisé. Et vous avez des ressources supplémentaires pour passer devant et terminer même plus vite. Effectivement, alors ça peut être une explication. Les neurones miroirs. Après, voilà, il faut être prudent parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait de mesures précises de l'activité EEG. C'est des mesures indirectes, mais ça sera très certainement la prochaine étape. Et on espère bien prochainement, je me tourne un peu vers Fred, là, travailler un petit peu là-dessus, sur ces facteurs psychologiques, à la limite de la physiologie, des neurosciences, pour pouvoir expliquer des choses qui, comme tu le dis très justement, on ne peut pas vraiment expliquer ça en termes de drafting, pas vraiment en termes de physiologie. Il se passe quelque chose ailleurs. Et par contre, aujourd'hui, on a encore du mal à l'expliquer. Encore une question ? Oui, encore une, puis après j'arrête de vous embêter. Je me pose une question sur la rétention des gains, c'est-à-dire est-ce que finalement je suis très fort quand je visualise, donc admettons dans la journée où j'ai visualisé, et puis une semaine après je repars à zéro, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on conserve quand même ? Alors là, effectivement, nous, on a évalué, on va dire, un effet immédiat. On arrive à tenir l'effort un peu plus longtemps tant qu'on a le modèle sous les yeux. Et effectivement, c'est une des questions qu'on nous a posées à plusieurs reprises. Est-ce que les bénéfices sont observables s'il n'y a déjà pas le modèle sous les yeux ? Et est-ce qu'on peut avoir également des bénéfices 2 jours, 15 jours, 10 jours après ? Là, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On sait que ça marche tant que l'attention est captée par le modèle. Après, est-ce qu'il y aura des répercussions à plus long terme ? Ça sera peut-être l'objet de futurs travaux. Peut-être une dernière question, non ? Une fois, 2 fois, 3 fois ? Oui, Simon. Par rapport
aux neurones miroirs, là, le test VMA, donc, ça a été réalisé sur des sportifs entraînés. Donc, je pense avec un esprit compétition qu'on retrouve chez les sportifs. Donc j'imagine que sur le dépassement, il y a le côté on veut dépasser la personne qu'on regarde, donc motivationnel. Est-ce que sur des personnes qui n'ont pas cet esprit compétition, on pourrait aussi remarquer une augmentation aussi importante? Alors effectivement, tu soulignes un aspect important. On a fait volontairement le choix de sportifs entraînés, tout simplement au départ, non pas pour exclusivement des problèmes de motivation, mais pour qu'on ait une stabilité quand même dans la performance. Et par rapport à la première étude qu'on a menée, on avait des sportifs issus de différentes disciplines, et on avait de très grandes variations d'un test sur l'autre, indépendamment du fait d'intégrer ou pas de la vidéo. Donc on avait pris volontairement des sportifs ayant une vitesse maximale aérobie supérieure à 15 km/h pour situer un peu les choses. Par contre, si on avait pris des sujets sédentaires, ça allait être à mon sens beaucoup plus compliqué. Peut-être très certainement en raison déjà de fluctuations de performance d'un jour sur l'autre, d'effets de fatigue aussi, et peut-être aussi de motivation, effectivement. Le fait d'avoir un modèle devant, pour quelqu'un qui dans l'esprit est compétiteur, ça peut être stimulant. Peut-être pour une personne qui n'a pas du tout cet esprit de compétition, c'est peut-être totalement sans intérêt, quoi. Donc ça peut faire peut-être l'objet d'une autre étude. Je compte sur toi quand tu auras validé ta licence et ton master. On va peut-être arrêter là. Ok, bah écoutez, je ne sais pas si Jean-Jacques est dans le coin pour conclure. Vous ne le voyez pas dans le coin, non? Non, bah écoutez, on va arrêter là. Moi, je vous remercie en tous les cas de votre attention, d'avoir veillé jusqu'à 21h. Mais surtout, je voudrais remercier aussi tous les professionnels qui ont participé à cette journée, qui, j'espère, en appellera d'autres. Et je pense qu'il y a eu des échanges très fructueux, à la fois entre les professionnels, entre les étudiants, qu'on aurait aimé un peu plus nombreux. Mais j'espère que c'est le point de départ, on va dire, de prochaines journées qu'on mettra en place et au cours desquelles on essaiera encore de progresser et de comprendre un petit peu plus l'intérêt de la vidéo. Moi, je conclurai là-dessus aux étudiants qui se forment au métier d'entraîneur. Je leur dis, voilà, historiquement, un entraîneur, il a souvent un sifflet, un chrono. Je dis depuis quelques années, maintenant, il faut rajouter un troisième outil, c'est une vidéo. Ça reste, à mon sens, un outil indispensable. Voilà, ce sera peut-être la dernière phrase pour conclure. Je vous remercie en tous les cas, et puis à l'année prochaine, je l'espère.